Donc bienvenue pour cette deuxième conférence autour du rock à la Fondation Pierre Berger et Saint-Laurent. Comme vous savez, rock et cinéma sont deux mots qui vont si bien ensemble. Dès le milieu des années 50, le rock et le cinéma sont devenus inséparables et toutes les grandes stars du rock ont, à un moment donné, fait du cinéma comme acteurs de fiction, comme objet de documentaire et plus récemment comme sujet de biopic. Et s'il y a une personne au monde qui connaît tous les films sur le bout des cils, c'est bien notre invité ce soir, Thomas Sotinel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui responsable des contenus culturels du Monde.fr, mais surtout critique cinéma dans les colonnes du quotidien du soir. On ne compte plus le nombre de films que vous nous avez donné envie de découvrir, ni le nombre d'euros que vous nous avez fait économiser en nous dissuadant de voir tel ou tel autre navet. Et pourtant, Thomas Sotinel, rien ne vous prédisposait à devenir un des papes du 7e art. Vous êtes né en région parisienne à la fin des années 50, loin des cinémas et des magasins de disques, à une époque où aller au cinéma ou acheter un disque se méritait. En mai 68, vous avez 10 ans, trop jeune pour faire la révolution, mais assez mûr pour comprendre que le rock ne définit pas seulement une appartenance, mais aussi une transgression, parfois même une subversion qui vous convient. Marxiste, tendance Groucho, on peut dire ça. La politique vous ennuie, et quand vous écoutez Imagine de John Lennon à sa sortie en 71, vous imaginez vous aussi un monde sans pays, sans guerre, sans religion. Vous décidez de devenir en quelque sorte le témoin de ce monde en paix qui est en train de se construire grâce à John Lennon. Vous décidez donc de devenir journaliste. Alors, après Sciences Po, le CFJ et des collaborations dans des médias aussi variés que Studio, Elle, Playboy ou le journal électronique français, Le Monde vous ouvre ses bras en 1989. À la rubrique musique, vous couvrez les grands moments du rock'n'roll. Et comme la musique mène à tout, vous jouez en 1995 un interlude africain. Vous devenez le correspondant du Monde en Afrique pendant 5 ans, notamment en République démocratique du Congo, avant de rejoindre en 2000 la rubrique cinéma comme critique. Alors après le rock, c'est donc le cinéma qui devient votre religion, avec Almodovar et Scorsese en évangéliste, auxquels vous consacrez des biographies publiées par les Cahiers du cinéma. Mais votre dernier livre est un beau livre. Il marie vos deux passions, puisqu'il a pour titre Rock et cinéma, publié aux éditions La Martinière en 2012. Alors, puisqu'un critique est aussi un pédagogue, vous allez nous apprendre, Thomas Sotinel, pour commencer, quel est le premier film de l'histoire du rock? Le premier film de l'histoire du rock est le film qui a Ces graines de violence de Richard Brooks, qui a lancé le rock'n'roll dans le monde entier. C'est-à-dire que le rock existait en tant que musique depuis la fin des années 40 aux États-Unis, commençait à se diffuser un petit peu en dehors par des canaux, par le circuit des bases américaines en Europe, par des marins qui... l'histoire de Liverpool, ville influencée par les musiques américaines de par son statut de port. Mais quand même, personne ne connaissait le mot rock'n'roll à l'époque. Et la chanson du générique de Graines de violence, c'est Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets, et qui devient, grâce au film, un tube mondial. Et c'est une chanson, c'est pas le plus grand titre du rock, ce n'est pas la meilleure chanson. Certains artistes ont déjà commencé à enregistrer de bien meilleures chansons, mais cette chanson-là devient l'emblème, enfin le signe avant-coureur du rock, d'autant plus qu'elle est associée à un film qui montre une jeunesse dans un lycée new-yorkais, une jeunesse à la dérive, rebelle, que seul un prof plein de bonne volonté peut maintenir sur le droit chemin. Et l'association entre le rock et la rébellion est bien sûr une génération qui est née pendant la guerre, mais qui n'a pas connu, ne l'a pas connue directement. Cette association se fait immédiatement. Donc, dans Graines de violence, qui n'est un film de rock qu'au sens où il y a une chanson rock à son générique, il y a déjà en germe, comme son titre
français l'indique, en germe tout ce qui va advenir entre le rock et le cinéma, c'est-à-dire un moyen de diffusion, la création d'une imagerie qui va avec la musique et aussi des phénomènes collectifs très impressionnants puisque les projections entraînent des destructions de fauteuils, que certaines salles le retirent de l'affiche pour éviter que les cinémas soient trop mal fréquentés. Et il n'y avait pas une comédie musicale, Bill Haley n'avait pas fait une comédie musicale rock'n'roll? Tout de suite ce qu'on appelle le cinéma d'exploitation aux États-Unis se jette sur le rock'n'roll. Il y a des dizaines de films, pour la plupart assez médiocres, qui sont faits, dans lesquels interviennent des rockers. Bill Haley, on le voit dans quelques films, on voit Jerry Lee Lewis dans un des meilleurs films qui s'appelle High School Confidential. On voit Gene Vincent aussi dans Hot Rod Gang, je crois que ça s'appelait, qui fait le copain et le financier d'un groupe de jeunes qui organise des courses de hot rod dans les rues de manière extrêmement périlleuse pour les passants. Oui, ça existe, mais ça reste assez marginal. Ce sont des films qui marchent bien, qu'on voit dans les drive-in, qui s'exportent un peu en dehors. Une petite partie a été distribuée en France, en tout cas, mais ce sont des films essentiellement américains et qui restent assez confidentiels, destinés à vraiment une frange très définie du public. C'est vrai qu'on est à une époque aussi où le cinéma Hollywood s'inquiète beaucoup de sa perte d'emprise sur la jeunesse. La télévision arrive, et puis surtout les jeunes n'ont plus envie de voir Rock Hudson et Doris Day se chamailler pour des histoires de lits jumeaux ou je ne sais pas quoi. Mais pendant longtemps, enfin jusqu'au milieu des années 60, les studios, malgré tout, ignorent ce public. Et puis, effectivement, on peut dire que ce sont des mondes très très différents. Il y a Hollywood d'une part, et le rock est quand même, je ne dirais pas assez marginal, mais quand tout de même. C'est vrai que le rock, à ce moment-là, est une petite industrie comparée au cinéma, que les multinationales des disques sont encore en gestation, que quand on fait les discographies des premiers, des pionniers du rock, à l'exception d'Elvis, qui sont tous sur des petits labels qui sont plus ou moins bien distribués dans le reste du monde. Donc effectivement, mais il y a une exception, effectivement, et c'est Elvis Presley qui, lui, arrive tout de suite au statut de star mondial, de star qui est un acteur économique déterminant aussi bien pour la musique que pour le cinéma. Mais est-ce que c'est le cinéma qui l'a rendu star, qui l'a rendu le king, ou bien il l'était avant de faire son premier film? Il l'était avant de faire son premier film, dans la mesure où, une fois qu'il a eu enregistré les pistes pour les morceaux pour Sun Records, et quand il a signé pour RCA, il est tout de suite arrivé au sommet des parades aux États-Unis, et il est passé à la télévision, déclenchant un grand scandale et un enthousiasme massif dans des régions où il était inconnu quelques semaines auparavant. Mais le premier souci du colonel Parker, son manager, ça a été d'en faire une vedette de cinéma. Et c'était aussi, je crois, d'après ses biographes, un souci d'Elvis qui pensait que le chanteur c'était bien, mais être Montgomery Clift ou Marlon Brando, c'était encore. On ne peut pas parler de cinéma sans avoir Logique qui vient nous rendre visite. C'est ainsi, tous les mois, on peut passer à l'extrait d'Elvis. On va pouvoir voir donc un des tout premiers films d'Elvis, un extrait, pas le film, mais un extrait, Loving You. Le magnétisme aphrodisiaque d'Elvis, n'en parlons pas. La musique, ça a du sex appeal. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il joue? Ici, il joue le rôle d'un rocker. Oui, ce qu'il fera quasiment, même dans tous les films, dans tous ses premiers films, ceux qu'il a tournés avant son départ au service militaire en 1958, il joue un rocker. Alors là, c'est vraiment assez proche de sa biographie, puisqu'il joue un camionneur qui devient rocker.
Ce qui est moins proche de sa biographie, c'est qu'il tombe, il est pris sous l'aile de la dame en rouge que l'on a vue, qui est jouée par Elizabeth Scott, qui était une actrice de film noir. Mais c'est un film assez joyeux et que j'aime bien en plus parce que c'est le seul, je crois, où on voit ces musiciens d'origine, Scotty Moore et Bill Black, qu'après il a congédié, entre autres parce qu'ils n'étaient pas très cinégéniques. Scotty Moore était quand même un génie de la guitare. C'est une image d'Elvis. Après, on aura l'image qui est plus qu'on connaît sans doute mieux parce qu'on a beaucoup plus vu Jailhouse Rock, qui est celle du délinquant, du type qui fait du rock alors qu'il est en prison, qui se conduit très mal en société. Il y a des scènes dans Jailhouse Rock d'une violence sociale assez qui m'ont surpris. Mais donc il y a ce rôle-là. Qui reprendra plus ou moins dans King Creole de Michael Curtis, qui est peut-être formellement son plus beau film. Et puis, donc ce que montre le cinéma, ce sont des images du rocker, et Elvis joue un personnage qui n'est jamais très loin du sien, en tout cas socialement. Sauf que psychologiquement, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est vraiment sa position, c'est rejouer sans cesse le moment où il est devenu une star. C'est ce qu'il fait donc jusqu'en 1958. Là, il part au service militaire et sa carrière prend un tour que tout le monde s'accorde à trouver désastreux parce que, d'une part, parce que le colonel Parker décide que la priorité, c'est le cinéma, qu'il doit tourner beaucoup de films, sortir un album en même temps que chaque film avec la bande originale, donc il faut remplir ces albums, et en plus que ces films doivent être des divertissements familiaux. Et on arrive à quelque chose de très médiocre déjà, et pour la plupart, sauf Viva Las Vegas par exemple, qui est un petit peu plus drôle et intéressant, parce que aussi il y a Anne-Margaret en face, Anne-Margaret qui est une vraie actrice, qui a une vraie présence, qui l'oblige un petit peu à en faire un peu plus, parce que Elvis était un assez bon acteur, mais qui n'a jamais été beaucoup sollicité, sauf aussi dans un western, Les Rôdeurs de la Plaine, de Don Siegel, où il avec un personnage intéressant de métis indien déchiré entre ces deux communautés d'origine. Et donc, j'avais choisi aussi ce petit extrait d'un film bien plus tardif que la période qu'on évoque, c'est-à-dire le biopic d'Elvis par John Carpenter, qui était un film fait pour la télé, mais qui est un très bon film avec Kurt Russell, et justement on voit Elvis en militaire. 2 ans après la mort d'Elvis. C'est ça. Est-ce que c'est le premier biopic, effectivement? Je crois qu'il me semble que c'est le premier biopic de rocker au sens strict du terme, c'est-à-dire le récit de la carrière, de la trajectoire d'un artiste de rock fondé sur sa légende. Et là, effectivement, ça fonctionne bien sûr comme beaucoup de biopics sur la reconnaissance par le public d'un épisode fameux. Là, la jeune fille dans le public, c'est Priscilla, sa future épouse, la belle-mère de Michael Jackson, et donc on sait bien que c'est ça, mais on retrouve aussi, il y a un film qui s'appelle G.I. Blues, je crois, dans lequel on voit Elvis en Allemagne jouer avec un orchestre bavarois et chanter. Et c'est un film extrait, ça c'est un film intéressant pour les fans masochistes d'Elvis Presley, parce qu'il est ridiculisé à un point qui le privera peut-être à jamais d'une part de la non seulement de la crédibilité, mais de la charisme qui était la sienne avant cet épisode. Il a tourné combien de films? Il a tourné une trentaine de films, et très franchement, dans tous les films postérieurs à 58, il y en a sans doute 2 ou 3 qui sont
regardable sans recourir au deuxième degré. Et on peut dire qu'avec ces films-là, le rock est devenu inséparable du cinéma ou... Je crois que le rock était inséparable du cinéma dès le début à cause de cette histoire de graines de violence. Le rock était... Les gens aussi, les jeunes, allaient au cinéma voir des films de rock parce que c'était aussi l'un des seuls endroits où on pouvait entendre du rock très fort. Les cinémas avaient de bons systèmes d'amplification, ce qui n'était pas le cas de toutes les salles de concert et encore moins, je sais pas, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ici peuvent se rappeler ce qu'était un TEPAZ, mais même si on montait beaucoup le son d'un TEPAZ, ça ne donnait pas grand-chose. Donc c'était un public de jeunes, oui. Et c'était fait pour... Alors justement, les films antérieurs des années 50 étaient faits pour les jeunes. Après, les films des bis des années 60 étaient plus des divertissements familiaux. Il y avait aussi des films qu'on appelait les beach movies, faits par entre autres par le studio de Roger Corman et Alpi, qui reprenaient des formes très, adoucies de rock et situaient ça dans un milieu de surfeurs, de filles et de leurs admiratrices en bikini. Et il y en a, et en plus, ce sont des films assez, qu'on retrouve tous des fois dans les histoires du cinéma, parce que c'est par exemple là, un des derniers rôles de Buster Keaton, c'était dans un film qui s'appelait Beach Blanket Bingo, où il jouait un type qui passait sur la plage et qui rematait les filles en bikini. Alors la Terre entière découvre effectivement Elvis grâce au cinéma. Même Johnny Hallyday disait que voilà, c'est en regardant Dick Rivers avait pris son pseudonyme, son pseudonyme bien sûr, le nom de personnage d'Elvis. Et les Beatles effectivement le découvrent en Angleterre. Et est-ce qu'ils font effectivement Hard Day's Night, 4 garçons dans le fond, est-ce que c'est effectivement le film d'Elvis qui les pousse à faire celui-ci? Je crois pas. Enfin, je pense que les Beatles et Elvis, c'est une passation de pouvoir quand même un petit peu tumultueuse, dans la mesure où Elvis, les Beatles et toute cette génération veulent plus ou moins consciemment refonder le rock'n'roll sur ses valeurs de rébellion et sur sa violence musicale originelle, face à une génération dont Elvis est le premier représentant, de gens qui ont tourné le dos à la jeunesse et promeuvent les valeurs familiales les plus traditionnelles. Du coup, les Beatles ne veulent pas imiter Elvis. Simplement, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le business plan. Et face au succès colossal et instantané des Beatles, il y a un studio, United Artists, qui se dit il faut faire un film, il faut le faire très vite parce que si ça se trouve ça ne va pas durer. Richard Lester raconte que on lui a proposé le projet fin 63 et qu'il fallait absolument que le film sorte en juillet 64 parce que vraiment tout le monde se demandait si à l'automne 64 les Beatles ça existait encore, ça pourrait encore dire encore quelque chose. Mais la chance, contrairement à ce qui s'est passé pour Elvis, qui a eu affaire soit de purs tâcherons, soit des cinéastes en fin de carrière comme Richard Thorpe ou Michael Curtis, c'est que les Beatles tombent sur Richard Lester, qui a une petite dizaine d'années de plus qu'eux, mais qui est un jeune cinéaste américain établi à Londres, qui connaît la nouvelle vague, qui a été impressionné par les films de la nouvelle vague, qui a déjà fait des expériences, surtout à la télé, avec des gens très audacieux dans l'humour, comme Spike Milligan, et donc ils s'entendent bien et ils trouvent un bon scénariste, et pour écrire le scénario, ils partent justement, le scénariste Richard Lester accompagne les Beatles à Paris début 64 et assiste au phénomène de la Beatlemania qui effectivement est en train de gagner tout le monde industrialisé, c'est-à-dire que ça va du Japon à San Francisco en passant par toute l'Europe de l'Ouest.
Donc on peut voir cet extrait de Hard Day's Night, c'est le début du film. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont d'un naturel confondant. C'est-à-dire, comme Elvis au début, pour reprendre le titre de la rencontre, Acte Naturali, est-ce qu'on leur demande effectivement d'être aussi naturels? Voilà, Oui, oui. Enfin, je crois que et les Beatles et Richard Lester étaient tout à fait conscients des limites des quatre garçons comme comédiens, et il s'agissait juste d'accentuer leurs traits pour en faire des personnages qui étaient quasiment des personnages de dessins animés. D'ailleurs, il y a eu une série de dessins animés avec les Beatles pour héros, et ce sont... donc, le film est vraiment très intéressant formellement, parce que je le trouve très bien filmé, c'est un montage extrêmement vif, extrêmement dynamique, qui privilégie la dimension burlesque d'un quotidien, mais qui n'est pas bien sûr le vrai quotidien du groupe. Les garçons sont d'une sagesse, les garçons à l'écran sont d'une sagesse qui n'était pas celle des Beatles dans la réalité. Donc, puis il y a le grand-père de Paul qui est joué. Il y a le grand-père de Paul. Enfin, il y a un côté très absurde, très anglais, ça dans le scénario, qui fonctionne très bien, mais et curieusement, dans cette séquence qu'on vient de voir, il y a une partie documentaire, puisque le premier jour de tournage a été interrompu par les fans qui ont fait irruption dans la rue où on tournait, et je crois, mais je ne me souviens plus, il me semble que le métrage tourné ce jour-là du coup était perdu, mais oui, enfin, quand on mobilisait des foules autour des Beatles, on ne savait jamais exactement ce qui allait se passer. Mais il y a un côté très... On sent par moments la pression et l'enfermement qui est celui des Beatles dans leur situation, mais il y a quand même un côté de célébration de la jeunesse, de leur talent, parce que c'est vrai aussi que contrairement à la plupart des films de rock qui ont précédé, les chansons qu'ils ont composées pour Hard Day's Night sont toutes restées parce qu'elles étaient d'une qualité et en plus d'une adéquation avec le film qui est remarquable. Hard Day's Night est censé avoir été composé en 48 heures pour les besoins du film. Ce qui est extraordinaire, c'est que jusque-là, c'est une autocélébration, enfin. Et puis arrive effectivement 1966 et Privilège. Alors Privilège, c'est un film très intéressant, je trouve instructif de le montrer en regard de Hard Day's Night, mais c'est un film très marginal dans l'histoire du rock, c'est-à-dire que c'est une entreprise de déconstruction et de critique du rock, comme à la fois entreprise capitaliste à but hautement lucratif et instrument d'asservissement d'une jeunesse qui ferait mieux de s'employer à faire la révolution. Peter Watkins, qui est un cinéaste anglais qui avait, je crois, à l'époque déjà réalisé La Bombe et peut-être La Bataille de Culloden, c'est-à-dire des remises des films très antimilitaristes, qui réalisera Punishment Park, un très beau film très long film, très beau sur la Commune de Paris après. Cinéaste marxiste, et qui profite de l'engouement pour le rock, et tout le monde veut faire du rock, que ce soit dans le documentaire, dans la fiction, dans la mode, dans la littérature. Donc il réussit à faire financer ce film, mais qui, une fois qu'il sera tourné et monté, déconcertera prodigieusement à la fois ses commanditaires et le public et la critique. Un pop singer qui est plus célèbre que la Reine d'Angleterre, l'hystérie collective, et le film porte sur effectivement la construction médiatique d'une pop star. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est insoutenable, ce film. Oui, effectivement, si on aime le rock, c'est un peu pénible à regarder parce que ça pointe partout là où ça fait mal, c'est-à-dire la ressemblance qu'il peut y avoir entre un concert et un meeting politique totalitaire. J'ai le souvenir d'avoir vu Guns N' Roses au stade olympique de Berlin,
Et ça, c'était beaucoup pour un seul. Et donc, il y a ça. Il y a un autre film un peu dans le même esprit, qui c'est Head de Bob Rafelson, qui est avec les Monkees, qui était un groupe complètement synthétique formé pour plus ou moins concurrencer les Beatles aux États-Unis. Et le film de Rafelson, avec l'accord des Monkees et de tous les gens qui avaient participé à l'entreprise, déconstruit complètement leur statut. Il a été tourné à peu près à la même époque, mélange des scènes burlesques avec des scènes d'horreur documentaires de la guerre du Vietnam. Ceci dit, Head est un film qui certainement est plus influencé par la consommation de LSD de l'époque en Californie que Don't Look Back, qui est un film extrêmement froid et analytique. Vous voulez le voir maintenant? Non, nous n'avons pas d'extrait de Head, mais je voulais le signaler pour dire que Don't Look Back n'est pas le seul film à remettre le rocker à une autre place que sur un piédestal. Alors, il n'y a pas que les Anglais, effectivement, qui tournent des fictions rock. À Londres, il y a aussi des Américains qui viennent à Londres tourner des fictions, notamment Bob Dylan. Enfin, c'est pas vraiment, parce qu'on va voir est un peu de l'ordre de la fiction, puisque je considère comme l'un des premiers clips première vidéo, même si elle est tournée sur pellicule, mais inventant une imagerie autour d'une chanson. Donc Dylan vient en Angleterre, c'est là que s'accomplit plus ou moins sa mue d'espèce de prophète politique d'une génération, de la génération des droits civiques, en rockstar dont il faut désormais analyser, interpréter les propos pour les comprendre. Donc c'est tourné, je crois, à Londres par Pennebaker avec en arrière-plan Allen Ginsberg. Ce qui m'avait frappé, effectivement, en regardant les extraits, par exemple, 4 garçons dans le vent, on sent une certaine distance. Là, il se la pète. Pendant le film, il est oui, non, c'est effectivement, le film Don't Look Back est un portrait pas forcément très flatteur de Dylan, et en même temps c'est quelque chose qui, même s'il n'a pas été énormément vu, mais a assis une mythologie de l'artiste, comme dans cette incarnation du arrogante, mystérieuse, absolument impossible à cerner. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voudrais qu'on voit tout de suite l'extrait suivant, qui est de I'm Not There de Tom Hanks, c'est de voir comment, à partir de cette mythologie établie sur le registre documentaire, on peut construire des fictions. On passe 40 ans plus tard à la réinterprétation de cette légende de Bob Dylan telle qu'elle s'est établie dans les années 60. Est-ce qu'il y a eu d'autres thèmes, par exemple, effectivement, auto-satisfaction et après descente aux enfers? Est-ce qu'il y a eu d'autres thèmes autour des chanteurs? Oui, alors il y a eu effectivement l'idée de la déchéance, enfin, qui n'est pas tout à fait celle ni de Don't Look Back, parce que Dylan à ce moment-là est vraiment au sommet de sa gloire, même si il entretient lui-même la controverse et il la manipule. Mais très vite, on s'intéresse au destin de ces chanteurs qui sombrent soit sous la pression de la gloire, soit à cause de la drogue, soit à cause des deux. Et on a effectivement, à partir du moment de la série des morts, des grands morts de la fin des années 60, début des années 70, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, etc. Alan Wilson aussi. On a des portraits de rockstars beaucoup plus
plus ambigu, beaucoup moins positif, à commencer par Performance de Nicolas Roeg et Donald Cammell, qui est sorti, je crois, en 70, mais qui avait été tourné en 68 avec Mick Jagger dans le rôle d'une rockstar qui, pour des raisons jamais bien expliquées, s'est retiré dans une grande bâtisse victorienne ou peut-être même pas, je ne sais plus. Mais enfin, je crois que c'est à Notting Hill, dans un quartier qui est aujourd'hui ultra chic, mais qui à l'époque était complètement dilapidé. Et on le voit mener une vie de débauche et d'oisiveté jusqu'à ce qu'un truand fasse éruption chez lui. Le film je trouve, vraiment bien vieilli, tout en étant vieux par ses procédés de mise en scène, mais vraiment bien vieilli, et montre que Mick Jagger, lui, aurait sans doute pu être un acteur vraiment intéressant. Mais... Parce qu'effectivement, la majorité ne jouait que leur propre rôle, et encore, enfin, je veux dire, il y a beaucoup, dans les rockstars des années 60-70, enfin, de la génération Hendrix, Joplin, très peu ont fait de la fiction. Jagger est une des rares exceptions. Il y a eu aussi Roger Daltrey des Who, mais plus tard, après, plutôt à la fin des années 70, qui a joué des rôles de fiction. Je joué Franz Liszt pour Ken Russell. Et quel chanteur était le plus bankable? Je crois que justement, quand c'est la Warner qui a financé Performance, quand la Warner a mis ça en chantier, elle était persuadée que ça marcherait très bien. Mais les chanteurs en tant que tels n'étaient pas bankable parce que c'était un moment où les artistes n'en faisaient qu'à leur tête, pour le meilleur, très souvent, et aussi pour le pire. Et aussi bien les cinéastes que les musiciens. Et donc on ne pouvait pas obtenir d'eux qu'ils mettent au service d'un projet commercial leur pouvoir d'attraction. Donc ça n'a pas fonctionné, et ça n'a quasiment jamais tout à fait fonctionné comme ça. Il y a quelques exceptions. Il y a des acteurs qui... Chris Christopherson est un très bon musicien et un très bon acteur, mais c'est pas une rockstar, c'est quand même plutôt un musicien de country. David Bowie, lui aussi est un acteur intéressant, mais les films dans lesquels il a joué n'ont jamais très très bien marché, à l'exception peut-être de Labyrinthe, mais c'était un film plus ou moins pour enfants de 80. Alors, on a vu effectivement rock et cinéma. Est-ce que les autres mouvements, comme le punk, est-ce que le cinéma a eu un tel engouement pour le punk, pour d'autres mouvements? Alors, le punk, pour moi, c'est du rock. Mais bon. Et la période punk est une période très intéressante du point de vue du cinéma, parce que c'est sûrement le seul moment où naissent conjointement à New York, au milieu des années 70, et un mouvement musical et un mouvement cinématographique fondé exactement sur la même idéologie, c'est-à-dire celle du do-it-yourself. Les cinéastes prennent une caméra Super 8 ou même les premières caméras vidéo qui commencent à apparaître et partent filmer sans lumière, sans son parfois, et les musiciens prennent une guitare et même s'ils savent qu'un accord ou même pas d'accord du tout, ils se mettent à jouer et à enregistrer. Et à ce moment, à New York, on a des gens comme Amos Poe, comme Jim Jarmusch du côté du cinéma, et les Ramones et les Talking Heads qui commencent en même temps et qui, souvent, on les voit dans leur chemin se croise. On voit Debbie Harry de Blondie dans les films d'Amos Poe, John Lurie, le musicien, et dans les films de Jarmusch, etc. Ça existe. Et dans une moindre mesure à Londres aussi, où quelqu'un comme Julian Temple est étudiant en cinéma à Londres et en même temps suit d'abord les Clash, et puis après il se fâche avec eux, et surtout les Sex Pistols, et fait des films avec eux. Oui, là il y a quelque chose de très
très lié entre le punk et le cinéma. Est-ce que c'est le même système de starification? Est-ce qu'ils veulent tous aussi devenir aussi stars que le... Alors, c'est très ambigu. Bien sûr, les punks sont nihilistes, ne s'intéressent à rien, mais de fait, le Clash, il n'en faut pas très longtemps pour tourner dans des stades aux États-Unis et tourner dans un film aussi, Woodboy, qui est un film aussi intéressant parce que semi-documentaire dans lequel le groupe n'a pas du tout le beau rôle. Enfin, il a le beau rôle quand on le voit sur scène parce qu'ils sont excellents, mais ils se comportent de manière extrêmement lamentable avec le personnage principal qui est une espèce de femme qui veut devenir leur body et qui le méprise totalement. Donc mais oui, enfin, pas tous les punk rockers, il y avait certainement des gens très intègres et qui ont préféré l'obscurité à la gloire, mais dans l'ensemble, oui, ils voulaient être des stars et ils voulaient que ça se sache, et le cinéma servait à ça. Il y a le film de Lech Kowalski sur la tournée des Sex Pistols aux États-Unis, est un moment de désorganisation cinématographique, musicale et professionnelle très impressionnant. N'empêche qu'ils avaient quand même pris soin d'être accompagnés d'une équipe qui tournait. Alors il y a un autre film, une fiction, qui est peut-être le film le plus drôle, qui relate le rock, c'est Walk Out. Est-ce que vous pouvez dire effectivement c'est un sommet de drôlerie ou pas tout à fait? Si, c'est un sommet de drôlerie, c'est un film qui n'est... Enfin, c'est pas un grand film, je crois, mais c'est un film qui résume bien, alors puisqu'il faut aller vite, c'est une longue histoire qu'on doit raconter assez brièvement, mais qui résume bien ce qui est devenu le rock au cinéma. Alors j'aurais pu prendre l'extrait d'un des films dont Walk Hard se moque, que ce soit Ray ou Walk the Line, mais je trouve que c'est parce que le rock au cinéma est devenu, on le voit, en tout cas les rockers au cinéma, parce que le rock peut servir à des tas de choses, à la bande son, à nourrir une histoire, comme on sait le faire depuis que Scorsese a appris à le faire, mais les rockers au cinéma sont devenus maintenant des objets d'histoire, et on raconte leur histoire, c'est le rite du biopic, dont on vient de connaître le dernier exemple avec le film avec Get On Up, le film sur James Brown, et il y a des codes dans le biopic qui sont extrêmement faciles à moquer, et quand on le fait bien, avec de bons acteurs, comme ici, ça fonctionne très bien. Donc là, on va avoir quelques-uns des codes du biopic mis à l'envers. Est-ce que l'association Cinéma Rock, c'est une association gagnant-gagnant? Est-ce que le rock a fait gagner beaucoup d'argent au cinéma? En termes financiers, il y a eu de grands succès. Woodstock, par exemple, l'entreprise Woodstock, le festival, puis le disque, puis le film, n'a été rentable que grâce au disque et au cinéma. Il y a eu, parmi les biopics, Walk the Line a été un grand succès. Il y en a, mais je ne crois pas. Et puis il y a eu aussi cette période, mais qui ne concerne pas directement le rock, qui a été celle inaugurée par Saturday Night Fever, des films liés plus ou moins à la vague disco. Et là, oui, effectivement, Saturday Night Fever, c'est un exemple frappant de symbiose parfaite entre le cinéma et l'industrie musicale, à une époque où les studios avaient retrouvé un régime de croisière après l'espèce de creux de la fin des années 60, et où les multinationales du disque fonctionnaient également très bien. Donc et il y avait des entrepreneurs comme ça qui faisaient les deux, en l'occurrence Robert Stigwood, qui était le manager des Bee Gees, des Clapton, etc. Mais il y a eu d'autres entreprises absolument calamiteuses, comme toujours produites par Stigwood, le Sgt. Pepper's Lonely Band, qui est un film affreux que je dois avouer. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que je ne l'ai pas vu, parce qu'il est devenu vraiment très très difficile à voir, mais aussi, mais en revanche, la bande originale est affreuse, ça j'ai entendu, avec des reprises qui sont pour la plupart assez difficiles à écouter.
Sur ces paroles, je me retourne vers vous si vous avez des questions. Vous êtes sage comme vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez de Chuck Berry? Enfin, vous parlez d'Elvis Presley, mais personnellement, je trouve Chuck Berry, je trouve que c'est une influence rock'n'roll à la même époque que c'est sûr que Chuck Berry est un musicien de plus grande importance qu'Elvis Presley, comme compositeur, comme guitariste, comme parolier. Il a eu une présence au cinéma assez discrète. Alors il y a un film dont j'ai oublié le titre, mais on le voit dans 2 ou 3 films. Et dans l'un d'eux, il joue un peu, il a une présence très élégante, très marquante, mais comme il a eu une série d'ennuis judiciaires dans les années 60, enfin au début des années 60, accusé de détournement de mineurs, ce qui l'a conduit en prison, et sa carrière de musicien a pu reprendre après, sa carrière de star a été quand même interrompue. Par ailleurs, il a la réputation, et je crois mérité, à voir le documentaire Hey Hey Rock'n'Roll, d'être un homme assez impossible humainement, et d'une méchanceté et d'une mesquinerie insensée. Donc ça a peut-être un peu limité sa carrière et de musicien et éventuellement d'acteur. Quand on dit Woodstock n'aurait pas eu le même impact sans le cinéma, sans le film, est-ce que... Je pense qu'effectivement, il y a eu plusieurs festivals marquants dans cette période qui va en gros de 67 à 71. Il y a eu des films pour certains d'entre eux. Il y a un très bon film sur Monterey, qui est Monterey Pop. En plus, la musique à Monterey était sans doute meilleure qu'à Woodstock. Mais Woodstock, par son gigantisme, a frappé dès que l'événement est advenu. Mais la sortie du disque, qui a été quand même un énorme succès, et la diffusion du film par une major dans le monde entier, a gravé Woodstock dans la légende d'une manière autre que Monterey ou Little White ou d'autres grands festivals de cette époque. Et effectivement, la légende, c'est une époque aussi, effectivement, où le cinéma a été important, parce que pour voir Janis Joplin ou Jimi Hendrix, c'était impossible. En France, ce sont des gens qui ont eu des carrières très courtes, pour ces 2 noms, puisqu'ils sont très jeunes, mais qui ne se produisaient pas. Quand ils venaient en France, ils jouaient à Paris, peut-être à Lyon maximum, et c'était tout. Et donc le reste du public ne pouvait que rêver, et puis bien sûr, il ne passait pas à la télévision. Le cinéma était aussi le seul moyen pour les fans de rock de voir les gens qu'ils aimaient bouger, jouer de la musique, parler, puisqu'on ne les voyait quasiment pas à la télévision. Il n'y a pas en France, par exemple, des films avec Johnny, notre star nationale. Il y a des biopics sur Johnny. Non, il n'y a pas. Il y a Jean-Philippe, qui n'est pas un vrai biopic, qui est un film intéressant sur Johnny Hallyday. Avec Lucchini. Non, il n'y a pas eu de biopic sur des musiciens français, à la notable exception de Claude François, et qui est effectivement, qui ressemble énormément. J'avais vu Clo-Clo après Walk Hard, et la ressemblance involontaire m'avait vraiment beaucoup frappé. Mais non, il y aurait peut-être des histoires intéressantes, sinon comme biopic, c'est au moins de faire un film qui raconte un peu le Golfe d'Ouro, ou de faire un film qui raconte une période plus tardive, tout ce qui a pu se passer autour de la locomotive, de la scène parisienne qui a existé, avec des musiciens qui certes n'ont pas au moins durablement marqué que leurs homologues anglais ou américains. Mais c'est de l'indifférence, ou c'est... comment vous expliquez ça, puisqu'on fait des films sur tout?
Oui, enfin, il y a eu un film récemment, dont j'ai oublié le titre, par Christopher Thompson, qui racontait, qui était situé à peu près, je crois, dans les années 70 ou début, qui s'appelait pas Goldowo, mais qui avait le nom d'un bus Palladium. Qui s'appelait Bus Palladium, et qui n'était pas une réussite suffisante pour déclencher un mouvement. Il y a relativement peu de films qui parlent de la vie de musicien. Il y a un film qui va sortir, qui est intéressant, enfin qui divise un peu, mais qui est intéressant, qui parle d'une autre musique, qui est Eden de Janssen Love, qui sort la semaine prochaine, et qui raconte l'histoire de la house française, enfin du garage français. Et à partir de quand les thèmes chantés du rock ont été présents dans le cinéma, ont été des thèmes effectivement de cinéma, comme le Vietnam, l'Olympie. Est-ce que c'était tout de suite, on a attendu quelques années? Vous voulez dire dans les bandes son? Oui. Ou dans les bandes dans le monde, et dans les thèmes aussi. Dans les thèmes, alors ça c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé partout. C'est vrai qu'on voit, j'ai vu récemment par perversité La Curée de Roger Vadim, qui est un film de 67, dans lequel, adapté de Zola, mais situé à l'époque contemporaine du tournage, dans lequel Jane Fonda est mariée au vieux Michel Piccoli et amoureuse du jeune fils de Michel Piccoli. Et il y a des scènes de boîte de nuit, il y a avec de la fausse musique rock, enfin fausse musique parce qu'elle a été composée par les compositeurs du reste de la musique, et ça se faisait beaucoup à l'époque dans les films français, et on entendait du rock, et puis on voyait, même dans les films des gendarmes, on voyait des jeunes à cheveux longs, on entendait des guitares électriques, ça existait. Après, l'utilisation de thèmes rock sur la bande-son, ça commence au milieu des années, enfin, un peu après le milieu des années 60, il y a l'exemple célèbre du lauréat avec la musique de Simon et Simon. Et puis, après, il y a ce qui, à mon avis, est vraiment le geste fondateur, c'est l'utilisation de la musique dans Mean Streets de Martin Scorsese, des titres des Rolling Stones, c'est les Ronettes aussi, donc des choses qui sont mises en regard de l'action, qui la décale, qui éventuellement l'accélère ou la ralentisse, donne une profondeur, enfin c'est devenu où la musique est un instrument de mise en scène. Et là-dessus, Scorsese est formel. Quand il a écrit Mean Streets, il avait les chansons de chaque séquence en tête. C'est pas des choses qu'on rajoute après, comme ça se fait souvent, comme j'ai un peu l'impression que ça s'est fait, ou pour faire une illustration chronologique, comme dans Forrest Gump, qui est quand même, on ne sait plus si c'est un film ou une compilation. Et le rôle d'Andy Warhol dans cette rencontre rock-cinéma? Alors, je ne sais pas s'il est si grand que ça, enfin, dans la mesure où Warhol a effectivement filmé le Velvet Underground dans Chelsea Girls, où il a, mais c'était dans un domaine si expérimental que ça n'a pas eu de... Enfin si, il y a eu d'autres films expérimentaux, je pense que les films de Garrel, il y a eu dans une moindre mesure ceux de peut-être les premiers films de Barbet Schroeder, sont peut-être un peu apparentés à ça, mais Warhol, il y a peut-être que l'influence de Warhol se retrouvera plus tard dans certains clips vidéo, plus que dans le cinéma, en tout cas le cinéma de long-métrage, que ce soit de fiction. Enfin, oui, enfin, il y a tout un côté, mais alors ça, j'avoue en plus que je suis moins. J'en connais moins les recoins, il y a tout un côté expérimental dans le cinéma rock qui commence avec Kenneth Anger, qui a utilisé des titres de rock, du rock le plus anodin de Ricky Nelson, de gens comme ça dans Scorpio Rising, qui continue avec Andy Warhol lors de
à la Factory, avec des films dans lesquels on retrouve le Velvet Underground et qu'on retrouve aussi dans la période punk avec des gens extrêmement audacieux, pas forcément... ouais, que moi j'aime. Enfin, donc je reconnais l'audace, mais pas forcément le talent. Je pensais que le rock'n'roll a changé, a effectué une transition dans le cinéma, non, par rapport avec le film des années 50, avec le jeu de danse, Fred Astaire par exemple, c'est vrai qu'il y avait une vision du cinéma qui était plus la danse, les acteurs étaient dansés, chantés, posés, il y a quand même pas mal de prestations à faire, et du coup après la musique est arrivée plus dans le cinéma, je ne sais pas, est-ce que ça a effectué un changement, vous pensez, de côté La BO n'était plus incarnée. La BO, ouais, voilà. Oui, dans la BO, enfin, ça a été cette utilisation de chansons préexistantes pour la bande originale d'un film, ça a été une très bonne chose au début, et après c'est une telle solution de facilité que ça a sûrement appauvri l'art de la musique de film et certainement les compositeurs eux-mêmes. Après, le rôle du rock dans le changement du cinéma lui-même n'est pas négligeable, parce que je crois, en tout cas aux États-Unis, je crois vraiment que les cinéastes de la génération Coppola, Scorsese, etc., avaient deux modèles. C'était d'une part les cinéastes de la nouvelle vague, et d'autre part les Bob Dylan, en gros, les auteurs, c'est-à-dire des artistes qui avaient un contrôle total sur leur œuvre. C'était bon, ça a duré ce que ça a duré, mais ça a quand même profondément bouleversé le cinéma américain, et on a pu, dans une moindre mesure, le cinéma européen. Et la nouvelle vague, notamment Godard, etc., ils ont été en Angleterre, ils ont essayé de faire quelque chose. Oui, enfin, Godard a tourné avec les Rolling Stones, c'est vrai, mais c'est bien le... si on prend la nouvelle vague au sens strict du terme, on ne peut pas dire que Truffaut, Rivette ou Chabrol étaient très rock'n'roll. Et Godard, sa relation aux Rolling Stones était quand même empreinte d'une très grande méfiance réciproque et d'une absence d'estime. Enfin, maintenant, les Gallagher en rient, mais je crois que sur le moment, ça n'a pas fait rire tout de suite, le résultat. Oui. Juste quelque chose. Peut-être qu'il y avait aussi tous ces films autour des groupes de musique, autour des chanteurs, et ce système de starification pour justement donner la possibilité aux fans de voir les chanteurs et les groupes être mis en scène aussi, parce que justement il n'y avait pas les petites vidéos qu'on voit aujourd'hui où ils ont vraiment un rôle d'acteur à part entière, une vraie mise en scène dans ce type de vidéo. Oui, d'ailleurs il y a une espèce de creux au moment de l'avènement de MTV, il y a une espèce de creux dans la production de films liés au rock, c'est-à-dire que c'est devenu ce qui accompagne le disque, c'est le clip, et il n'y a pas de lieu de long métrage. Et en revanche, on a d'autres synergies où il y a le clip qui sert de bande-annonce au long métrage, donc il est la bande originale. Enfin, c'était le cas de... oui, enfin, il y avait plusieurs... Dans les années 80, c'était quelque chose qu'on voyait assez fréquemment. Ce film avec Sean Young et Jeff Bridges, avec la chanson de Phil Collins, dans le titre de Taylor Hackford, et ils n'ont plus le titre. Mais bon. Et donc c'était extrêmement bien calculé, parce que là aussi on était avant Internet, donc quand il y avait encore des grandes multinationales qui pouvaient ou EMI pouvait dire à la Warner, on va lancer ça ensemble, on va faire le clip, vous allez nous donner... Top Gun est un très bon exemple de ça, avec la chanson de Berlin, qui était, vous voyez le clip, qui était aussi la bande-annonce, et ça déclenchait... Ça faisait partie du lancement du film. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des groupes ou des chanteurs qui font appel à des réalisateurs déjà connus pour justement réaliser leurs clips? Ah oui, ça... Et inversement d'ailleurs, est-ce que
justement, il y a des réalisateurs qui sont d'abord connus par les clips et qui après font du cinéma et qui sont portés par le... Bien sûr, enfin là, on a nos grandes gloires nationales, qui est Michel Gondry, qui a commencé par réaliser des clips, les clips de son propre groupe d'abord, puis ceux de Björk, puis ceux des Rolling Stones, etc., ont réalisé des longs métrages. C'est le cas de Spike Jonze, c'est le cas, dans une moindre mesure, de Fincher, qui faisait aussi des films publicitaires. Enfin, de toute façon, Gondry aussi a fait des films publicitaires. Donc ça, oui, il y a... oui, je pense que les groupes... oui, enfin, l'exemple le plus célèbre, c'est Michael Jackson demandant à Martin Scorsese de réaliser son clip. Oui, bien sûr. C'est arrivé assez fréquemment. Peut-être un peu moins maintenant, parce que les clips sont beaucoup moins... Enfin, sont redevenus un enjeu à cause de YouTube, mais avec des budgets qui sont plus ceux absolument pharaoniques de la fin des années 80 ou des années 90. Et les premiers films ne coûtaient pas si cher, les premiers films dans lesquels jouait Elvis, etc. Non, bien sûr, c'était pas de grosses productions. Il y a peu de films rock qui ont vraiment coûté cher. Il n'y a pas eu tant de superproductions. C'est un des problèmes des biopics pour être rentable, c'est que maintenant, plus l'époque s'éloigne, plus ça devient vraiment des films d'époque, plus ça devient cher en décor, en reconstitution. Et en plus ça s'éloigne, moins ça marche, comme l'a prouvé l'échec commercial de Get On Up. Qu'est-ce que vous pensez de Spinal Tap? À Spinal Tap, oui, c'est vrai. Alors, je pense que Spinal Tap est un faux documentaire réalisé, je prends 4 ou 5, par Rob Reiner, avec une bande de comédiens qui jouent les membres d'un groupe de hard rock anglais qui fait une tournée aux États-Unis à un moment où leur carrière bat de l'aile. C'est celui-là, en fait, le film de rock le plus drôle de l'histoire. C'est un film, je l'ai vu à Deauville, au festival du film américain de Deauville, dans une salle dont les gens sont sortis. Il y avait une bonne proportion du public qui était convaincu d'avoir vu un vrai documentaire. Et le film... Quel est ce groupe? Et c'est un excellent... C'est effectivement un excellent film de rock avec des gags énormes, mais en même temps, quand on lit les histoires des tournées de Led Zeppelin ou de Deep Purple, on s'aperçoit que les gags ne sont pas forcément très loin de la réalité. D'autres questions? On s'arrête là? Alors, avant d'applaudir Thomas Sautinel, je vous rappelle que le 11 décembre est la date de notre prochaine rencontre avec Hugues Cornière qui va nous parler des objets cultes du rock. C'est toujours à 19h à la Fondation. Et un grand merci et d'énormes applaudissements pour Thomas Sautinel.